Donc, nous allons voir maintenant dans cette section la façon dont va se déclencher le processus d'analyse de recevabilité et comment devrait, selon nous, se dérouler l'entrevue avec la personne plaignante. Donc, d'emblée, on vous le rappelle, on vous l'a déjà mentionné dans la section relative aux obligations de l'employeur, mais il est important de retenir que l'obligation d'agir des employeurs, c'est-à-dire l'obligation de faire cesser les conduites de harcèlement, se déclenche dès lors qu'un représentant de l'employeur, c'est-à-dire une personne des ressources humaines, un gestionnaire ou un répondant, est avisé de la situation de potentiel harcèlement. Donc, on le voit encore dans certaines politiques des organisations qui nous mandatent, qu'il faut une plainte formelle pour qu'un processus d'enquête soit déclenché. Or, à notre avis, ça n'est pas exact, dans le sens où même un signalement verbal, un grief en matière de harcèlement psychologique, une dénonciation, par exemple, sur les réseaux sociaux, un biais médical, etc., tout ça sont également des occasions qui, à notre avis, devraient pousser l'employeur à agir et à mettre en place un processus d'analyse de recevabilité et d'enquête le cas échéant. En ce qui concerne le grief, il faut garder à l'esprit qu'il y a une possibilité de multiplicité des recours, c'est-à-dire qu'un grief en harcèlement ne va pas suspendre l'application de la politique et un employeur pourrait très bien décider de non seulement mettre en place un processus d'enquête, même s'il y a un grief de harcèlement qui est en cours, qui est pendant. Donc, ça, c'est pour ce qui est du grief. Au niveau du biais médical, effectivement, dès qu'un employé va soumettre à l'attention de son employeur qu'il est en arrêt ou en arrêt de travail ou en invalidité pour des raisons liées au travail ou liées à une situation qu'il vivrait au travail, ça devrait encourager, encore une fois, l'employeur à aller voir plus loin et à aller vérifier s'il y a potentiellement une situation de harcèlement ou quelque chose de cet ordre-là qui a poussé le salarié à prendre cet arrêt-là. La jurisprudence qui interprète l'article 81.19 de la loi sur les normes indique donc clairement que le dépôt d'une plainte formelle n'est pas nécessaire pour que l'employeur, la responsabilité de l'employeur soit engagée. Notamment, on vous soumet deux décisions qui sont vraiment importantes en la matière. La première, c'est la décision syndicat des enseignants de Beauce-Appalaches et collège de Beauce-Appalaches, qui date donc de 2006 et dans laquelle le juge indique que l'employeur doit intervenir au moindre signalement. Donc, encore une fois, quelle que soit la forme qu'il pourrait prendre, et que toute façon dont l'employeur est saisi de la situation va donc engager sa responsabilité. L'autre décision, c'est celle dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est l'affaire Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, donc qui date de 2006, la décision phare en matière de harcèlement psychologique, et dans laquelle le juge François Hamelin rappelle donc que dès lors qu'une forme de harcèlement psychologique est soumise à l'attention de l'employeur, celui-ci devrait intervenir. En l'occurrence, dans cette affaire-là, le harcèlement avait été divulgué par le biais d'une lettre qui avait été adressée au directeur des ressources humaines. Donc, ce n'était pas par le biais d'une plainte ou même d'un signalement verbal. Ici, c'était vraiment une lettre. La question qui se pose donc en matière de déclenchement du processus, c'est quid lorsque le plaignant approche donc le représentant de l'employeur, encore une fois le gestionnaire, ressources humaines, répondant, et lui fait part donc d'une situation de harcèlement qu'il vivrait dans le milieu de travail, mais qu'il demande à la personne de ne pas intervenir. Par crainte de représailles ou parfois par peur d'être stigmatisé dans le milieu de travail ou de se voir étiqueté d'une quelconque manière. Donc, dans ce cas-là, quoi faire? Donc, dans un premier temps, on va voir que c'est arrivé dans la décision Brochu qui date de 2017. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette situation-là, donc il y avait une conseillère en voyage, qui avait donc déposé une plainte en harcèlement psychologique à l'encontre de sa gestionnaire, qui était sa supérieure immédiate. Et les événements ici qui l'avaient conduit à faire cette plainte-là étaient non seulement des propos inadéquats, insultants en réalité,
et également des gestes qu'on pourrait considérer comme étant non désirés, puisque c'était ici des gestes d'intimidation, voire même qui dénotaient une certaine agressivité, puisque la gestionnaire avait attrapé l'employé par le bras pour l'attirer dans un bureau, donc dans une salle. Donc, suite à ces événements-là, la conseillère en voyage a fait une plainte. Mais avant que le processus d'enquête soit mis en place, il y avait eu une discussion entre les parties et la mise en cause s'était excusée. Donc, la plaignante avait dit à l'employeur, finalement, je ne veux pas que vous interveniez, je veux retirer ma plainte. Je suis satisfaite finalement de ces excuses-là et je veux que cesse le traitement de ma plainte. Et l'employeur avait effectivement, comment dirais-je, fait droit ou plutôt respecté cette volonté de la plaignante et n'était pas intervenu. Plus tard, d'autres conduites ont eu lieu et finalement, la plaignante a poursuivi l'employeur auprès donc je pense que c'était de la CNESST pour avoir un dédommagement considérant le harcèlement dont elle avait été victime. En l'occurrence, ici, la juge administrative a considéré que les conduites n'étaient pas suffisamment graves et répétées pour constituer une conduite vexatoire. Donc, elle a conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement psychologique, mais elle va toutefois plus loin dans son analyse puisqu'elle précise que si elle avait conclu à du harcèlement, donc si effectivement il y avait eu une conduite vexatoire dans la présente situation, alors elle aurait considéré que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de faire cesser les conduites et n'aurait pas, ne se serait pas déchargé en fait de son fardeau de démontrer une action diligente ici puisqu'il n'était pas intervenu suite au signalement qui lui avait été formulé par la plaignante, notamment en intervenant auprès de la mise en cause par rapport aux conduites qui étaient reprochées ici, puisqu'on avait quand même un signalement ici qui faisait part de conduites assez graves. Donc, en conclusion, ici, la situation alléguée portée à l'attention du tribunal ne constituait pas du harcèlement, mais si ça avait été le cas, la responsabilité de l'employeur aurait été engagée. Donc, quoi faire si une personne plaignante, un plaignant refuse de participer ou refuse de collaborer au traitement de la situation? D'abord, je vais vous référer au guide des meilleures pratiques d'enquête, puisque selon le guide, dans une situation comme celle-là, l'employeur devrait rappeler dans un premier temps à la personne son obligation de collaborer. En l'occurrence, quand on parle d'obligation de collaborer, ça vient ici, elle découle plutôt de l'obligation de loyauté envers l'employeur, qui infère en quelque sorte l'obligation de contribuer ou de collaborer à tout processus mis en place par l'employeur en vue de corriger ou de résoudre une situation de harcèlement psychologique. Donc, concrètement, comment ça pourrait se mettre en œuvre? Eh bien, dans des situations dans nos enquêtes, en fait, dans des situations comme celle-là, lorsque on va dans un premier temps convoquer la personne plaignante. On lui envoie un avis de convocation. Or, lorsque la personne nous répond qu'elle refuse de nous rencontrer ou qu'elle refuse de participer, on va lui envoyer un deuxième avis de convocation, lequel va faire état justement de cette obligation de collaborer. Et on lui précise également que cette obligation est sanctionnable, qu'elle peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire si la personne ne respecte pas, encore une fois, son obligation de collaborer, puisqu'elle vient enfreindre son obligation de loyauté envers l'employeur. Donc, on va pouvoir le préciser à ce stade-là. Évidemment, ça peut paraître un petit peu brutal comme manière de faire, de contraindre une personne à collaborer et à participer à un processus d'enquête. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que dans un recours en harcèlement, ce n'est pas la personne mise en cause qui va être poursuivie. Encore une fois, ça va être l'employeur, l'organisation.
dont la responsabilité pourrait se voir engagée. Donc, il est important que l'employeur se soit assuré de prendre tous les moyens nécessaires pour faire cesser la situation de harcèlement. Or, si la personne refuse ou veut retirer sa plainte ou refuse de participer au processus, ça vient en quelque sorte entraver la capacité de l'employeur à faire face à ses obligations. Donc, il va devoir passer outre en fait le consentement ou la volonté de la personne plaignante. C'est notamment ce qu'avait fait l'employeur dans la décision Gélina contre Université du Québec à Trois-Rivières, une décision qui date de 2017 et dans laquelle il était question d'un vice-recteur aux ressources humaines. Donc, on était ici face à une personne qui avait non seulement une position élevée dans l'organisation, mais qui était en plus présente dans l'organisation depuis de longues années, qui avait une longue ancienneté. Le vice-recteur avait déposé une plainte et finalement avait refusé de collaborer au traitement de sa plainte et à l'enquête mise en place par l'employeur. Et finalement, l'employeur a congédié, il l'a sanctionné de congédiement pour ce refus de participer. Et lorsque cette sanction-là a été contestée, eh bien, le tribunal est venu confirmer ici qu'il y avait eu une déloyauté flagrante du vice-recteur aux ressources humaines envers son employeur et qu'il était impossible de le réintégrer dans ces conditions-là, puisqu'il y avait en quelque sorte une rupture du lien de confiance. Donc, simplement pour montrer que cette obligation de collaborer au processus est quelque chose qui peut mener à des sanctions. On a également la décision KM contre Commission de l'assurance emploi du Canada qui date de 2014 et dans laquelle le tribunal avait ici aussi maintenu le congédiement du plaignant après que celui-ci ait refusé de participer à une enquête qui avait fait suite donc à son signalement. Et ici, le tribunal avait conclu à une inconduite grave de la part de la personne plaignante. Je vous cite un extrait très court de cette décision, mais ici le tribunal, donc, je cite, dit que c'est une désobéissance volontaire aux normes de comportement auxquelles l'employeur a le droit de s'attendre de la part de ses employés. Souvent, lorsqu'on expose ce type de situation de refus de participer ou de collaborer, les répondants ou les personnels de ressources humaines qu'on rencontre vont nous dire « Oui, mais nous, on a une obligation de confidentialité lorsqu'une personne vient nous voir, nous confie une situation. Si on va mandater quelqu'un à l'externe pour faire une enquête ou si on doit divulguer cette situation-là pour prendre une décision quant à la façon de la traiter, ben on rompt en quelque sorte notre obligation de confidentialité et ici en plus on va à l'encontre de la volonté de la personne. En l'occurrence, nous, on considère que ça ne va pas évidemment à l'encontre de votre obligation de confidentialité que de mandater un enquêteur à l'externe pour procéder, par exemple, à l'analyse de recevabilité et à l'enquête, le cas échéant, puisque, encore une fois, vous répondez de cette manière à votre obligation de faire cesser les conduites de harcèlement. Donc, c'est quelque chose ici qui vous est tout à fait permis. D'ailleurs, on le verra par la suite, mais on vous en reparlera en matière d'inaction de l'employeur. Mais aujourd'hui, le fait de ne pas agir pour l'employeur, ce n'est pas uniquement, ça ne remet pas uniquement en question sa responsabilité en vertu de l'article 81.19, mais c'est de plus en plus souvent reconnu par les tribunaux comme étant à part entière une conduite vexatoire. Donc, il faut faire d'autant plus attention. Donc, ce que nous enseigne le guide des meilleures pratiques d'enquête du barreau du Québec, c'est que les droits suivants sont reconnus à la personne plaignante. Donc, elle a le droit d'être écoutée et prise au sérieux, de bénéficier de mesures provisoires, on va y revenir plus tard, d'obtenir que cesse le harcèlement s'il y a lieu. Elle a également le droit à la discrétion et à la protection de sa réputation, qui va notamment être protégée donc justement par toutes les mesures de confidentialité qui sont mises en place au cours d'un processus d'enquête. Elle a le droit que sa plainte soit traitée dans les meilleurs délais possibles. Il y a un principe de célérité qui s'applique en matière d'enquête, qui est également prévu dans le guide des meilleures pratiques d'enquête, donc c'est un principe important. Elle a ensuite le droit que la plainte, le droit d'être accompagnée au cours de l'enquête. On va y revenir également par la suite parce que c'est un point important.
La personne plaignante a le droit d'être entendue et de faire valoir ses moyens de preuve au soutien de sa plainte. Sur ce point-là, je voulais vous préciser que nous, on considère que ce n'est pas une bonne pratique de faire l'analyse de recevabilité sur la base de la plainte écrite. Les plaignants, généralement, vont remplir, pour faire une plainte, un formulaire qui peut faire 2-3 pages et sur lesquels ils vont simplement décrire en des termes assez généraux la situation qui les a conduits à faire leur plainte. Donc, nous, on considère qu'il est vraiment important que la personne qui va faire l'analyse de recevabilité rencontre la personne plaignante. Ça va être l'occasion, notamment, aussi d'aller vérifier un certain nombre d'éléments qu'on n'aurait pas dans une plainte écrite. Donc, c'est vraiment important de permettre à la personne plaignante non seulement de vous relater la totalité des événements qui sont à l'origine de sa plainte, mais également de vous déposer de la preuve documentaire s'il en existe. Ensuite, la personne plaignante a droit à un contrôle de la fidélité du compte-rendu de ses déclarations. Donc ça, on va également le préciser par la suite, mais on va permettre toujours à la personne plaignante de relire sa déclaration. Et puis, elle a le droit de ne subir, du fait de sa participation à l'enquête, aucune perte pécuniaire ni aucune représaille de quelque nature que ce soit. À ce sujet, il faut savoir que, bon, généralement, les politiques organisationnelles prévoient des mesures contre les représailles. Donc, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir vérifier, s'assurer que la personne plaignante ne subit pas des représailles suite à son dépôt de plainte. C'est sûr qu'il n'y a pas de délai en matière de représailles, c'est-à-dire que même si la personne vous revient 2 ans, 3 ans plus tard en vous disant je subis des représailles du fait du processus antérieur qui a été mis en place, etc., il va falloir considérer ça sérieusement. Néanmoins, le fardeau de prouver le lien entre les conduites qu'elle considère comme étant des représailles et la plainte antérieure, ce fardeau-là, il repose sur le plaignant, sur la personne qui l'invoque. Donc, c'est le plaignant qui va devoir démontrer en quelque sorte la connexité entre les représailles et la plainte. On s'entend que c'est quelque chose qui n'est pas évident à démontrer, mais néanmoins, il faut quand même le considérer sérieusement. Voyons maintenant comment on va procéder à la convocation de la personne plaignante. On vous propose ici un modèle de convocation, donc vous l'avez dans vos documents sur SharePoint. On vous invite à le lire et bien évidemment à vous en servir au besoin. Dès la convocation écrite, on va rappeler plusieurs choses à la personne plaignante. Notamment, on va lui rappeler son droit d'être accompagnée de la personne de son choix. Et on va lui rappeler qu'elle va être tenue à signer un engagement qu'on verra, nous, on appelle ça généralement un protocole d'analyse de recevabilité et d'enquête, que cet engagement-là sera signé soit avant l'entrevue qui va avoir lieu, soit au début de l'entrevue. La personne plaignante va également s'engager à ce moment-là à garder confidentiel non seulement le fait de l'enquête, mais également tout ce qu'elle va discuter lors de son entrevue avec l'enquêteur, interne ou externe. Donc, tout ça lui est déjà annoncé au stade de la convocation. Donc, l'absence, la maladie, la capacité à participer au traitement de la situation. Ici, on est toujours en amont de l'analyse de recevabilité, donc au moment de l'entrevue, de la rencontre avec la personne plaignante. Donc, l'idée, c'est de savoir que fait-on lorsque la personne qui a fait une plainte et qu'on le convoque donc à l'entrevue est en arrêt de travail ou en invalidité. On n'exclut pas, d'emblée, on n'exclut pas la rencontre. C'est pas parce que la personne est en arrêt de travail qu'on va reporter la rencontre, qu'on va attendre qu'elle soit de retour au travail, puisqu'encore une fois, il est important que l'employeur agisse avec diligence et rapidement lorsqu'il y a un dépôt de plainte ou un signalement qui est formulé. Donc, la façon dont on va procéder, c'est que on va s'assurer de la capacité de la personne plaignante à participer au processus d'enquête. Et pour ce faire, généralement, on va demander que la personne plaignante nous fournisse une attestation médicale, donc de son médecin traitant, qui va confirmer donc qu'elle est apte, qu'elle est capable de participer au processus d'enquête. La raison de ça est que
vous le comprenez, un processus d'enquête, ultimement, pourrait aboutir à des mesures où, que ce soit envers la personne mise en cause, mais aussi si on conclut par exemple à une plainte frivole, une plainte faite de mauvaise foi, ça pourrait avoir des répercussions également sur la personne plaignante. Or, si ces mesures-là sont contestées, on veut s'assurer d'éviter tout risque de dérapage, tout risque, ou plutôt tout motif de contestation qui pourrait finalement invalider la mesure ou la sanction prise au terme du processus. Or, si on rencontre la personne plaignante alors qu'elle est en arrêt de travail et que plus tard elle allègue qu'elle n'était pas apte ou qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment de l'entrevue, ça pourrait effectivement venir invalider l'ensemble de l'œuvre. Le choix du lieu de l'entrevue va également être très important. Bon, c'est sûr que dans le contexte actuel, la plupart des entrevues se font à distance par visioconférence. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. On le fait maintenant depuis plusieurs années en réalité. Néanmoins, ça n'est pas toujours possible et parfois les personnes plaignantes vont vraiment insister pour être rencontrées en personne pour différentes raisons. On va le plus souvent essayer de respecter, lorsque possible, la volonté du plaignant. Lorsque donc on rencontre la personne physiquement, on va déjà s'assurer que le lieu de rencontre soit le plus confidentiel possible. Encore une fois, pour éviter la stigmatisation et puis aussi des bris de confidentialité, le fait que le processus soit connu dans le milieu de travail, etc. On veut encore une fois éviter la contamination des témoignages aussi. Donc on va s'assurer de faire l'entrevue dans un lieu confidentiel, propice aux échanges, c'est-à-dire le plus calme possible, où on ne va pas être dérangé. On évitera évidemment les salles de conférence vitrées ou les bureaux en plein passage où on voit qui rentre, qui sort. Si on rencontre plusieurs personnes, notamment s'il y a plusieurs plaignants, on va éviter que les personnes ne se croisent. Donc, on va toujours s'assurer de laisser suffisamment de temps entre les entrevues pour que les personnes puissent rentrer et sortir de la salle sans se rencontrer. Donc, tout ça, ce sont des éléments vraiment importants. On va également respecter un principe de proportionnalité dans l'établissement de la durée de l'entrevue. À ce sujet, c'est vrai que lorsqu'on reçoit une plainte, on n'a pas toujours, comme je le disais précédemment, tous les éléments dans le formulaire de plainte. Donc, il est parfois difficile d'évaluer la durée que va avoir l'entrevue avec le plaignant. Est-ce qu'on va avoir 10 allégations ou est-ce qu'on va en avoir 60 ? C'est encore difficile de l'évaluer. Donc, le plus souvent, on va là aussi recommander de rencontrer la personne le matin, c'est-à-dire de prévoir, de se libérer une journée complète. On demande aux plaignants également de s'assurer de ne rien prévoir à l'agenda cette journée-là. Et puis, on va programmer l'entrevue dès le matin. Comme ça, on aura tout le temps nécessaire au besoin pour continuer la rencontre pendant toute la journée et pour s'assurer que lorsqu'on se quitte à la fin de la rencontre, on a reçu tous les éléments dont on a besoin. Les objectifs de l'entrevue initiale, ils sont divers. On va le voir, ils sont de plusieurs ordres, mais essentiellement, l'objectif va être de bâtir la confiance d'emblée de la personne plaignante envers le processus d'enquête. On veut créer un lien de confiance, on veut que la personne ait confiance non seulement dans l'impartialité de l'enquêteur, mais également dans sa capacité à mener de façon diligente le processus. On va également s'assurer dès le début de l'entrevue d'informer la personne plaignante sur plusieurs choses, non seulement la nature, le but, la durée de l'enquête. Donc, on va lui expliquer comment va se dérouler la rencontre, mais aussi quelles sont les étapes qui vont suivre. Comme je le disais, on va la rassurer au sujet de notre neutralité, de notre impartialité, sur le fait que le processus va être mené en toute confidentialité. On va également lui demander de garder cette confidentialité-là. On va lui expliquer que l'entrevue, que des notes vont être prises durant l'entrevue. Donc, on va constituer une déclaration écrite qui va lui être transmise par la suite. Donc, elle va avoir l'occasion de relire, de vérifier que tout est conforme.
Et lorsqu'on enregistre la rencontre, on va également l'aviser au début de la rencontre. Il faut que la personne sache que la rencontre va être enregistrée. Sur ce point-là, quelques précisions. Au niveau de l'enregistrement, nous, on considère que c'est une bonne pratique. On le fait systématiquement dans toutes nos rencontres, que ce soit avec les personnes plaignantes, les mises en cause, les témoins. On va généralement enregistrer à partir d'un cellulaire. On peut utiliser n'importe quel moyen, mais il faut s'assurer quand même d'avoir un enregistrement de bonne qualité. Cet enregistrement-là ne sera communiqué à personne. Donc, il reste vraiment utile uniquement à l'enquêteur, non seulement pour compléter ses notes si jamais ça va un peu vite pendant l'entrevue et qu'il est difficile de retranscrire sur le champ. Ça va également venir confirmer la conformité en fait du témoignage écrit avec le témoignage verbal reçu lors de l'entrevue. Vous le verrez, mais lorsqu'on permet à la personne plaignante de réviser sa déclaration, il peut arriver qu'elle revienne parfois sur certaines choses qui ont pu être dites au moment de l'entrevue. Or, l'enregistrement va permettre au besoin de refuser certaines modifications faites par la personne plaignante si vraiment ça touche à des éléments substantiels de son témoignage, auquel cas on va s'assurer de retourner dans l'enregistrement pour vérifier ce qui a réellement été dit par la personne. Au tout début de l'entrevue, on va également rappeler au plaignant son droit d'être accompagné. D'autant plus si la personne se présente seule à l'entrevue, on va s'assurer de revalider qu'elle est bien, non seulement qu'on lui a bien offert d'être accompagnée et que c'est bien sa volonté de ne pas l'être au moment de l'entrevue. Petite astuce, nous généralement on va lancer l'enregistrement, on va démarrer l'enregistrement avant de poser la question à la personne pour s'assurer que ce soit bien enregistré lorsqu'elle va répondre à cette question-là. Ça peut encore une fois être utile si la personne revient après ça contester une mesure ou les conclusions de l'enquête en disant que elle n'a pas été accompagnée, qu'elle a agi sous pression ou quoi que ce soit. Ça va être important d'avoir cette confirmation-là. Et puis, on va procéder donc au début de l'entrevue à la signature du protocole d'enquête. Alors maintenant que les entrevues se font à distance le plus souvent, la manière dont on procède, c'est qu'on va envoyer le protocole d'analyse de recevabilité et d'enquête par le biais d'un moyen électronique sécurisé pour obtenir la signature électronique de la personne avant même que l'entrevue ne débute. Donc, on va généralement envoyer ça quelques jours avant la date de l'entrevue. Alors, au niveau de la capacité de la personne à être accompagnée, donc je vous avais dit que c'était un point important. Effectivement, on va toujours laisser le choix à la personne plaignante donc de se faire accompagner de la personne de son choix. Donc, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, un représentant syndical, un gestionnaire lorsqu'il n'est pas une personne qu'on anticipe comme étant un futur témoin. Donc, c'est important de prévenir la personne que l'accompagnateur ne doit pas être une personne que l'on va rencontrer au cours d'un éventuel processus d'enquête. Donc, ça peut être une personne du milieu de travail, mais il faut d'ores et déjà anticiper là, qui pourrait être un témoin à ce stade-là. Chose importante, l'accompagnateur n'est pas dans un rôle de représentation. Donc, si la personne souhaite se faire accompagner d'un représentant syndical ou d'un avocat, il faudra bien rappeler à l'accompagnateur que la personne qu'elle ne peut pas s'adresser à la place de la personne plaignante. Il est important que ce soit le plaignant qui présente lui-même les faits à l'origine de sa plainte. C'est un petit peu le principe de l'empowerment ici. On veut vraiment que ce soit la personne qui s'exprime, puisque vous allez voir aussi l'objectif de l'entrevue avec la personne plaignante va aussi être d'aller tester un petit peu sa crédibilité, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire si c'est l'avocat qui s'exprime à sa place. De la même manière, le droit à un accompagnateur n'équivaut pas ou n'est pas l'équivalent d'un droit à l'avocat lorsqu'on est en procédure civile ou dans un processus judiciaire. Oui, on peut être accompagné de la personne de son choix, mais si le plaignant vous dit qu'il veut être accompagné de son avocat, mais que celui-ci n'est pas disponible avant un mois ou plusieurs semaines, vous avez le droit de lui demander de se trouver
un autre accompagnateur. Parce qu'on l'a dit, il y a un processus de célérité, un principe de célérité dans les processus d'enquête, et donc on ne peut pas repousser indûment le processus parce que l'avocat ne serait pas disponible. Dans un processus judiciaire, il pourrait y avoir une remise, etc. Dans une enquête administrative, ce n'est pas le cas. On ne va pas remettre l'enquête parce qu'un accompagnateur éventuellement ne serait pas disponible. Donc, c'est une chose importante. Également, l'accompagnateur, comme vous le voyez, on va lui faire signer un engagement à la confidentialité pour s'assurer, encore une fois, qu'il ne divulgue pas des éléments qui auraient été discutés. Donc, on vous a mis un exemple tout à fait classique d'engagement à la confidentialité dans les diapositives. Donc, c'est encore là, c'est quelque chose qu'on vous invite à utiliser. On vous soumet également dans le SharePoint donc un modèle de protocole d'analyse de recevabilité et d'enquête. Ce protocole-là devrait prévoir toutes les étapes qui vont suivre, c'est-à-dire non seulement l'analyse de recevabilité, mais également le processus d'enquête, puisque l'objectif de ce protocole-là va être d'obtenir l'adhésion de la personne plaignante au processus. Donc, c'est bien important d'y prévoir toutes les étapes. Encore une fois, on va le faire signer soit avant l'entrevue, soit au début de l'entrevue. Dans le modèle de protocole, on va rappeler l'engagement à la confidentialité du plaignant. C'est vraiment le point le plus important dans ce protocole-là. Notamment, on va lui demander de garder confidentiel le fait du processus en lui-même, le fait qu'il y ait un processus qui a été mis en place, mais également donc tout ce qui va être amené à discuter au cours de l'entrevue. Donc, on rappelle cet engagement-là et on rappelle également que cet engagement sera pris par toutes les autres personnes qui seront rencontrées éventuellement au cours d'une enquête, c'est-à-dire les personnes mises en cause, les témoins. L'objectif de l'engagement à la confidentialité, ça va être d'éviter que les personnes rencontrées au cours du processus ne contaminent d'éventuels témoins dans le milieu de travail. Donc, c'est sûr que lorsqu'on fait signer le protocole, très souvent, les personnes vont nous dire « oui, mais j'en ai déjà parlé, moi, des événements, je me suis confiée auprès de certains collègues de travail, j'en ai parlé à mon gestionnaire ou à mon conjoint, à mon meilleur ami, etc. » Donc, ce qu'on leur rappelle à ce moment-là, c'est que l'engagement, on comprend que les événements ont certainement été discutés précédemment, mais on souhaite que dès la signature de l'engagement, ça ne soit plus discuté, à tout le moins au sein du milieu de travail, surtout pour protéger, encore une fois, l'intégrité des témoignages, puisque des témoignages contaminés viendraient nuire à la crédibilité de l'une ou l'autre des parties. Donc, c'est bien important de préserver cette intégrité-là. Donc, ce qu'on leur demande, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce qui se dit dans le cadre du processus d'enquête reste confidentiel, de même donc que le processus en lui-même. Donc, une bonne pratique, selon nous, c'est de s'assurer d'une bonne compréhension du plaignant du protocole, c'est de le lire ensemble. C'est-à-dire que même si on le fait signer avant l'entrevue, on va généralement reprendre tous les points du protocole au début de l'entrevue, encore une fois, lorsque l'enregistrement a débuté. Et puis, on va s'assurer donc que la personne a bien compris tous les points qui y sont mentionnés et qu'elle y adhère. L'entrevue avec le plaignant a principalement deux objectifs. On parle d'un objectif substantif et d'un objectif procédural. Quand on parle d'un objectif substantif, c'est parce que l'objectif principal de l'entrevue avec le plaignant va être d'aller chercher l'ensemble des éléments requis pour procéder à l'analyse de la recevabilité. C'est-à-dire que généralement, on va procéder à une seule rencontre avec la personne plaignante. C'est-à-dire que même si la plainte est recevable et qu'on va en enquête, on ne va pas re-rencontrer le plaignant. C'est l'entrevue qui aura été menée initialement qui va continuer de nous servir par la suite. Donc, on va recevoir une seule déclaration et c'est vraiment de cette déclaration que vont être extraites les allégations qui, par la suite, vont être soumises aux mises en cause si jamais on va en enquête.
C'est sûr que dans des cas exceptionnels, on pourrait être amené à rencontrer une deuxième fois le plaignant, mais c'est vraiment dans des cas très exceptionnels, si des éléments nouveaux sont survenus, si elle veut nous déposer des nouvelles pièces qu'elle n'avait pas en sa possession précédemment, etc. Le deuxième objectif, je vous le mentionnais, il est procédural, puisque même si la plainte est recevable, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va aller automatiquement en processus d'enquête. C'est-à-dire qu'on pourrait privilégier ou recommander une médiation, par exemple, entre les parties. Or, pour pouvoir faire ce type de choix procédural, il faut s'assurer dès la rencontre avec le plaignant de son ouverture, de sa volonté d'éventuellement participer à ce type de processus-là. Donc, on va également aller chercher ce type d'informations au moment de la rencontre, à savoir est-ce que oui ou non il souhaiterait ou accepterait de participer à une médiation. L'objectif de la rencontre initiale avec le plaignant va également être, comme je vous le disais, d'aller chercher des éléments quant à sa crédibilité. Dans le cas où plusieurs allégations, pour plusieurs des allégations, il n'y aurait ni preuve documentaire, ni témoin disponible, c'est-à-dire aucune preuve directe finalement de ce qui est allégué, il est possible qu'au moment de l'enquête, on ait à procéder à une analyse de la crédibilité des témoignages des parties. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on se demande si l'une ou l'autre des parties a une crédibilité supérieure vis-à-vis de l'autre partie. Auquel cas, il va falloir qu'on ait quand même des éléments, qu'on ait confronté un petit peu le plaignant aux événements qu'il allègue, à la preuve qu'il soulève, etc. Parfois, on a des personnes plaignantes qui, dans les processus, nous disent qu'elles ont eu l'impression que c'était elles qu'on enquêtait et non pas la personne mise en cause. En l'occurrence, c'est exact, c'est-à-dire qu'on va enquêter non seulement la crédibilité de l'une ou l'autre des parties de la même manière. Donc maintenant, concrètement, comment va se dérouler cette entrevue initiale et comment va se dérouler cette prise de témoignage du plaignant? Donc, une fois que vous avez fait signer votre protocole, vous avez expliqué le processus, la rencontre, etc., vous allez pouvoir finalement prendre en note et écouter la version du plaignant. Donc, généralement, on va poser des questions assez ouvertes, un petit peu comme le ferait un avocat à la cour, c'est-à-dire on va plutôt en interrogatoire, on va poser des questions vraiment ouvertes et on va prendre les notes détaillées du témoignage. Donc parfois on va le faire en simultané, parfois on va le retranscrire à l'aide de l'enregistrement. Mais en tout cas, on va s'assurer de poser beaucoup de questions d'éclaircissement, de clarification. Lorsqu'une personne nous relate un événement, on va toujours chercher à savoir la fréquence de ce type de conduite, qui était présent, est-ce qu'il y a des pièces disponibles, où est-ce que ça s'est passé, à quelle époque. Parce que tous ces éléments-là, il va falloir les circonscrire, les événements au maximum, parce que c'est ce qui va vous servir par la suite pour évaluer le critère de répétition. Si vous allez en enquête, il va savoir s'il y avait des témoins directs. Vous allez également avoir à analyser l'atteinte de la personne, donc il est important de lui poser des questions sur son atteinte. Vous allez devoir analyser le critère du milieu de travail néfaste, donc il faut également interroger le plaignant sur l'impact qu'ont eu les conduites du mis en cause sur son milieu de travail. Donc il faut vraiment s'assurer de couvrir tous les éléments qui vont vous être utiles au stade de l'analyse de recevabilité. Donc quitte à être un petit peu tannant au moment des rencontres et aller demander beaucoup de précision, mais c'est vraiment important parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est qu'il n'y ait qu'une seule rencontre. Au moment de l'entrevue, on va également permettre au plaignant de nous déposer de la preuve documentaire. Donc, c'est sûr que la personne n'aura peut-être pas les pièces en sa possession. Toutefois, si elle nous fait mention d'un courriel, d'un échange, de messages textes ou autres preuves documentaires, on va les coter au fur et à mesure dans la déclaration. Donc, nous, notre manière de faire, c'est qu'on utilise les initiales de la personne. Donc, par exemple, Stéphanie Pointier qui dépose une première pièce, ça va être la pièce SP01. Et après ça, on va coter SP02 et ainsi de suite. Puis après l'entrevue, la personne pourra nous transmettre les documents. Ce n'est pas nécessaire qu'elle le fasse au cours de l'entrevue, elle pourra nous les déposer par la suite. Si elle nous dépose plus de documents qu'on en a cotés, on va simplement les ajouter à la fin de la déclaration avant que le plaignant ne signe cette déclaration-là.
Donc, encore une fois, très important de couvrir tous les critères d'analyse, de recevoir toute la preuve disponible et d'obtenir également la liste des témoins, puisqu'il y a la preuve documentaire, mais il y a également la preuve testimoniale. Donc, à la fin de la rencontre, on va demander à la personne qui sont les individus, les personnes qu'elle estimerait pertinentes qu'on rencontre au cours du processus d'enquête. Il faut faire attention un petit peu à la manière dont on le présente parce que le choix des témoins ultimement appartiendra à l'enquêteur. Ce n'est pas parce qu'une personne nous soumet le nom de témoin qu'on va absolument les rencontrer. Après l'entrevue, il va encore y avoir plusieurs étapes pour lesquelles la personne plaignante va être sollicitée directement. D'emblée, vous allez mettre en place la déclaration, c'est-à-dire la remettre en forme. Nous, on considère que des notes sténographiques, c'est non seulement pas nécessaire au moment d'une entrevue, mais c'est également un peu disproportionné. Ça ne respecte pas le principe de proportionnalité d'un processus d'enquête parce que vous risquez de vous retrouver parfois avec des déclarations de 300 pages dont l'analyse devient beaucoup plus complexe avec énormément d'éléments qui ne vous seront pas nécessaires pour l'analyse de la recevabilité ni même pour l'enquête. Donc, il est important d'en rester à une retranscription, une reformulation en quelque sorte du témoignage. Quand on dit reformulation, à la fois, il est important de respecter l'intégrité et comment dirais-je, l'authenticité du témoignage du plaignant. C'est-à-dire que la manière dont on le formule dans la déclaration, nous, on rédige toujours notre déclaration au jeu. Donc, si la personne nous relate avoir vécu tel événement, ça va être j'ai subi telle conduite du mise en cause, j'ai été insulté ce jour-là, etc. Donc, c'est vraiment au jeu et on va s'assurer de respecter les termes qu'emploie la personne. Si par la suite, au moment où elle révise sa déclaration, la personne veut modifier parce qu'elle considère s'être trop livrée ou que les mots qu'elle employait n'étaient pas adéquats ou peut-être qu'elle s'est montrée particulièrement hargneuse envers la personne mise en cause et qu'elle veut modifier ces choses-là, ça va être à la discrétion de l'enquêteur de respecter ou non ces modifications. En fait, la façon dont on procède, c'est qu'on va transmettre donc la déclaration écrite au plaignant et on va lui demander de réviser cette déclaration idéalement par le biais du suivi des modifications sur Word, c'est-à-dire qu'on va voir tout ce qu'elle a modifié, s'il y a eu des choses ajoutées, des choses retirées. Et puis, après ça, on va valider les modifications qui ont été faites et certaines vont être acceptées lorsque ça porte sur des choses qui ne sont pas essentielles dans la déclaration ou si ce sont des précisions qui sont apportées parce qu'on comprend qu'il puisse parfois y avoir une correction au niveau des dates, un nom d'une personne, d'un témoin qui serait ajouté ou quelque chose comme ça. Mais par contre, si la personne vient retirer des paragraphes de sa déclaration, des événements, vient changer complètement sa version des faits, c'est certain qu'on va non seulement refuser ces éléments-là, ces modifications-là, mais en plus, on pourrait être amené à re-rencontrer la personne pour lui demander pour quelle raison sa version a changé. Donc, on va permettre cette étape de révision. Et une fois qu'on va recevoir donc la version révisée, on va mettre en place la déclaration finale, puis la transmettre au plaignant pour signature électronique, puisque maintenant on le fait quasiment plus en format papier, on fait signer électroniquement. Et donc, c'est à partir de cette déclaration-là que vous allez pouvoir commencer à identifier les allégations de l'analyse de recevabilité. Donc là, on rentre vraiment en tant que tel dans l'analyse de recevabilité de la plainte. Donc, on va voir un petit peu au niveau des allégations comment on procède pour les extraire de cette déclaration. Point également important, maintenant que l'entrevue de la personne plaignante est terminée et que vous allez débuter l'analyse de recevabilité, déjà à ce stade, vous allez peut-être vouloir anticiper ou recommander des mesures provisoires au cours du processus.
Généralement, on y reviendra, mais on privilégie que cette étape-là soit faite après l'analyse de la recevabilité. Mais si la personne vous a rapporté des événements qui, à leur face même, sont particulièrement graves ou qui nécessiteraient des mesures d'apaisement pour éviter une escalade des tensions entre les parties, vous pourriez d'ores et déjà évaluer la nécessité de mettre en place ce type de mesures. Donc, une fois que vous avez recueilli la déclaration du plaignant, vous allez pouvoir identifier les allégations. Les allégations, ce sont les événements, les conduites reprochées à la personne mise en cause. Donc, une allégation égale un événement reproché. Plus précisément, une allégation, c'est un descriptif de faits, de paroles, de gestes survenus à un moment, dans un lieu et dans des circonstances définies et mettant en cause la conduite d'une personne physique. Donc, il arrive, et puis ça vous est probablement déjà arrivé, que des plaignants nous disent mon employeur veut me tasser ou mon employeur porte atteinte à ma réputation, des choses comme ça. Bon, mon employeur, ça n'est pas une personne physique. Il faut que les événements allégués visent une personne physique. Si par contre, c'est mon gestionnaire, Claude, m'a dénigré en réunion, là, effectivement, on a une conduite qui implique les gestes d'une personne physique, donc ça pourrait être une allégation. Les allégations doivent également être des faits concrets et vérifiables et non de simples perceptions non appuyées par des faits. Là encore, souvent, on peut entendre des choses comme je me suis sentie extrêmement dénigrée lors de cette rencontre. Bon, ça, c'est une perception, c'est la façon dont la personne l'a vécu. Ça restera pertinent, par exemple, au moment de l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la personne, mais au niveau des allégations, ça n'est pas pertinent. Par contre, si, encore une fois, la personne nous dit à l'hiver 2019, mon gestionnaire m'a retiré une partie substantielle de mes tâches et puis vous décrit les tâches en question, là, effectivement, on est sur quelque chose de concret et d'objectivement vérifiable, donc ça pourrait être considéré comme une allégation. Une allégation peut contenir plusieurs propos ou gestes inappropriés survenus au même moment et mettant en cause la conduite d'une personne. Il y a également des cas donc dans lesquels on va nous alléguer, par exemple, que la personne mise en cause m'a regardé de façon concupiscente ou plutôt me regarde généralement de façon concupiscente ou il avait tendance à me regarder de façon intimidante, ce genre de choses. Comprenez ici qu'on est sur une allégation générale qui ne réfère pas à un moment, un lieu particulier. Néanmoins, ici, on est quand même sur des faits et gestes concrets et objectivement vérifiables, donc ils pourront être retenus comme une allégation. Je vous dirais qu'après ça, ça va un petit peu être à la discrétion de l'enquêteur de décider si il en fait une seule allégation de conduite générale ou si la personne plaignante est capable d'identifier plusieurs moments auxquels cette conduite-là sont survenus. Alors, il pourrait également subdiviser en quelque sorte cette conduite-là en plusieurs événements. De toute façon, au niveau de l'évaluation de la répétition des conduites, ça n'aura pas d'impact puisque si la personne est capable de vous dire la fréquence à laquelle ça s'est produit, même si on ne retient qu'une seule allégation, parce qu'on l'a généralisé la conduite dans une seule allégation, la répétition va quand même être considérée et être retenue ici, donc ça n'aura pas d'impact. Ensuite, une allégation doit être décrite de façon suffisamment explicite pour que la personne mise en cause soit en mesure d'identifier et de comprendre raisonnablement la teneur des reproches qu'on lui adresse. Donc, je vous le mentionnais, une allégation ne doit pas être de l'ordre de la perception ni d'une mention imprécise d'un comportement qu'elle aurait eu. On garde ici à l'esprit les droits du mis en cause, c'est-à-dire qu'ultimement, si la plainte est recevable, on va soumettre les allégations à la personne mise en cause. Or, il faut que celle-ci soit capable de répondre des conduites ou des comportements qui lui sont reprochés. Or, si on lui soumet comme étant une allégation, par exemple, le plaignant dirait « le mis en cause était toujours sur mon dos ».
bon, on est sur quelque chose d'ici très imprécis, général, on ne sait pas de quelle manière, quand, etc. Si vous présentez ça comme étant une allégation mise en cause va tout simplement dire, ben non, je n'étais pas sur son dos. Donc, ça n'aura mené à rien. Et ici, on n'est pas conforme au droit du mis en cause de pouvoir se défendre, son droit à une défense pleine et entière, c'est-à-dire le droit d'avoir à répondre à des allégations qui sont suffisamment précises pour pouvoir présenter sa version des faits. Donc, l'imprécision pourra faire sauter une allégation. Ensuite, une allégation doit permettre d'identifier les circonstances de temps, de lieu et d'objet qui caractérisent les faits reprochés ainsi que les personnes impliquées. Je vous le mentionnais précédemment, mais au moment de l'entrevue avec le plaignant, il est important d'aller chercher un grand niveau de précision. Donc, lorsqu'on vous relate un événement, de demander où est-ce que ça s'est déroulé, est-ce que ça avait lieu souvent, qui était présent, est-ce que vous avez de la preuve documentaire, encore une fois, pour circonscrire au maximum les événements rapportés. Il va falloir particulièrement creuser la dimension temporelle au sujet des événements parce que au-delà des allégations en tant que telles, ça va permettre d'analyser après ça le critère de répétition des conduites, leur continuité également, puisqu'il y a, vous l'avez vu précédemment, mais le continuum des conduites qui doit être rempli. Donc, il faut savoir au plus proche possible, en fait, quand est-ce qu'elles auraient eu lieu. C'est pour ça que je vous le mentionnais précédemment, généralement, quand on va rencontrer un plaignant, on va s'assurer de prendre tout le temps nécessaire. On fait parfois des rencontres qui durent une journée complète, voire même parfois plus d'une journée. Donc, il est bien important de s'assurer de ne pas rusher une rencontre, une entrevue avec un plaignant. Et puis, lorsque vous allez donc identifier les allégations, vous allez encore une fois laisser de côté toutes les perceptions qui toutefois pourront vous être utiles pour l'évaluation du critère de l'atteinte. Si au terme de l'entrevue avec la personne plaignante, au moment où vous allez chercher à identifier les allégations et à analyser la recevabilité de la plainte, vous vous rendez compte que vraiment la déclaration est trop imprécise, que vous n'êtes pas en mesure de l'analyser, n'hésitez pas à requérir une nouvelle rencontre avec la personne plaignante. C'est certain qu'on vous mentionnait qu'on ne le fait que dans des cas exceptionnels, mais ici, ça vaudrait la peine effectivement d'aller creuser davantage les événements. À moins de faire une telle demande, les tribunaux estiment qu'il est quand même hasardeux de conclure à la non-recevabilité d'une plainte sur la base de l'imprécision, puisqu'il pourrait vous être reproché de ne pas avoir suffisamment cherché à comprendre les événements ou à obtenir davantage de précision. Donc, c'est important de laisser cette nouvelle chance-là au plaignant. Si vous considérez que la personne qui est face à vous n'est pas en mesure ou n'a pas les capacités intellectuelles pour vous présenter de façon claire, précise, détaillée les événements qu'elle allègue, n'hésitez pas à lui suggérer de se faire accompagner. Peut-être qu'en présence d'un accompagnateur, ça va être plus simple pour elle de vous présenter de façon détaillée les événements allégués. Encore une fois, l'objectif étant pour vous d'obtenir le plus d'éléments possible pour procéder à l'analyse de la recevabilité selon les critères donc, du harcèlement psychologique que vous allez voir donc, dans la section qui suit.